je veux dire que moi, je ne suis pas une universitaire. J'ai appris l'histoire des sourds en travaillant auprès d'eux. Il y a un micro, ça ne vous dérange pas? Bon. Et donc, mon métier, au départ, c'était éducatrice spécialisée. Je travaillais auprès des jeunes sourds, à l'internat, en sortie, en dehors de la classe. Je n'étais pas enseignante. Et puis, j'ai fait ça pendant une quinzaine d'années. Ensuite, j'ai repris des études et je suis devenue responsable du service éducatif, c'est-à-dire tout ce qui concerne hors du scolaire, les problèmes sociaux, familiaux, etc., etc. Je dirigeais une équipe de 15 éducateurs et puis il y a 3 ans, la directrice de l'institution a souhaité créer un service patrimoine. Il faut que vous sachiez que l'Institut des sourds dépend du ministère de la Santé. Donc on est comme un hôpital financé par l'Agence régionale de santé. Donc on n'a pas d'argent pour la culture, pour le patrimoine, etc. Du coup, elle a fait ce service à partir des personnels qui étaient présents. Nous étions 2 chefs de service éducatif. Eh bien, elle a fait le choix d'en retirer une, c'était moi, et de me confier la création du service patrimoine. Je ne vous cache pas qu'au début, je n'étais pas tout à fait d'accord, mais bon, je n'ai pas eu le choix. Et puis, ce qu'on ne peut refuser, il faut l'embrasser. Et finalement, c'était un travail extrêmement passionnant. J'ai eu 6 mois pour étudier toute l'histoire que je connaissais de façon, je dirais, vernaculaire. Et donc maintenant, eh bien, nous aimerions pouvoir créer, par exemple, un grand musée, parce que, effectivement, comme l'a dit notre camarade, c'est la première école de sourds au monde. Donc, il y a beaucoup d'idées fausses qui circulent sur les sourds et la communauté sourde. Et je m'étais fixé comme objectif de vous parler de l'histoire de l'abbé de l'Épée et puis aussi du musée universel des sourds. Et en travaillant sur cette présentation, je me suis rendu compte que j'avais affaire à trop forte partie. Donc, ce qui concerne le musée fera peut-être un jour l'objet d'une conférence ultérieure. Et là, je vais vous parler que de l'histoire de l'abbé de l'Épée et de ce qu'il a créé pour les sourds du monde entier. Au départ, je pense que c'était à son insu. Il n'imaginait pas que ça allait avoir ces conséquences-là dans le monde des sourds. Toujours est-il qu'on va commencer par l'abbé de l'Épée qui est né, il n'était pas abbé à sa naissance, c'était un gentil petit garçon qui est né dans une famille, son père était architecte de Louis XIV. En 1712, il est donc né au château de Versailles. Et lorsqu'il avait 3 ans, Louis XIV est mort. Et donc toute la famille est rentrée avec la cour à Paris et ses parents se sont fait construire un immeuble avec 2 corps de bâtiment, une cour intérieure qu'on appelle bizarrement la maison de l'abbé de l'Épée, mais ce n'était pas une maison, c'était un immeuble de 3 étages qui se trouvait rue des Moulins. C'est une rue qui existe encore, qui se trouve près du Palais Royal, mais la partie où était sa maison a été détruite et s'appelle maintenant rue Thérèse. C'est très rigolo parce que dans cette rue, il y a tous les laboratoires de prothèses auditives de Paris. Et c'est vraiment ça le hasard complet, ou je ne sais pas, peut-être la main de Dieu, mais en tout cas, voilà. Donc notre petit abbé de l'Épée grandit dans cette famille unie. Ils sont 3 enfants. Il a un grand frère qui deviendra architecte comme papa, une grande sœur qui mourra célibataire sans enfant. Et puis voilà, notre petit gars, il se rend vite compte qu'il est très intelligent. Il est extrêmement vif et tout. Donc ses parents choisissent de le mettre ici, au Collège des 4 Nations. Alors je sais certainement que parmi vous, il y en a qui reconnaissent le bâtiment, c'est l'académie. Alors il y a la bibliothèque Mazarine, etc. Donc ce collège a été construit sur décision, sur un legs. Comment est-ce qu'on dit quand ça arrive après la mort des gens? Post-mortem, du cardinal Mazarin, qui était un fin politique. La France venait de gagner 4 régions, la Cerdagne, les États pontificaux, etc. Et pour souder ça, il a demandé qu'on construise un collège où on prendrait 15 jeunes gentilshommes issus chacun des 4 nations, ce qui en ferait 60, plus 40 gentilshommes français, pour créer une espèce d'élite intellectuelle. Et ça a très bien marché. Et alors, chose très particulière, ce n'étaient pas des jésuites, c'était des jansénistes.
Donc, bien sûr que parmi vous, tout le monde sait certainement mieux que moi ce qu'est les jansénistes. Mais en fait, ce que j'en ai compris, c'est que la grosse différence de doctrine entre les jansénistes et, par exemple, les jésuites ou d'autres tendances du catholicisme, c'est que les jansénistes refusaient de dire que le roi était de droit divin, par exemple, ce qui était vraiment un gros blasphème. Et ils refusaient de signer l'obédience au pape. Donc notre petit abbé de l'Épée, avec ses enseignants jansénistes, quand il a eu son bac, il a continué à les fréquenter. Il y avait des clubs, des intellectuels. On est quand même à l'époque des Lumières. À l'issue du bac, il décide de faire le séminaire parce qu'il veut aider les pauvres et les nécessiteux. Et à cette époque-là, les seuls métiers qui s'occupaient des orphelins, des handicapés, des blessés, des malheureux, c'était des religieux. Donc, il fait le séminaire et au bout des 3 ans, il est ordonné prêtre. Et là, il refuse de signer la bulle Unigenitus qui lui permettrait d'avoir une cure et une paroisse. Donc, voilà un prêtre qui n'a pas de paroisse. Il s'ennuie ferme, donc il retourne à l'université, il fait son droit, il devient avocat. Et donc, voilà ce jeune homme qui est prêtre, qui est avocat et qui ne travaille pas. Il a par chance des parents très très riches, donc il fréquente des amis, beaucoup de prêtres jansénistes, notamment le curé de Saint-Roch, qui parfois le laisse en cachette dire la messe dans des chapelles latérales. Mais bon, c'est quelqu'un qui cherche sa voie. Il lit énormément, il voyage, il s'instruit et il apprend l'existence et les travaux de 2 Espagnols, un qui s'appelle Pedro Ponce de León, on ne sait pas exactement, qui est né au tout début du XVIe siècle. C'est lui qui est l'inventeur de l'alphabet dactylologique, l'alphabet qu'on fait avec ses mains, et que beaucoup de personnes confondent un peu avec les signes ou la langue des signes. C'est-à-dire que l'alphabet des mains, c'est comme l'alphabet latin. Le A, le B, le C, le D, c'est pas une langue, c'est un alphabet qui sert à épeler des mots, qui ne sert pas du tout à parler. Donc ça, c'est une chose que souvent, moi-même, avant de travailler avec les sourds, j'avais dans l'idée que c'était de la langue des signes, or il s'agit d'un alphabet. Donc ce Pedro Ponce de León, qui était un prêtre espagnol, a inventé cet alphabet avec ses petits camarades. On le suppose parce qu'il faisait vœu de silence et qu'il cherchait à communiquer, à trouver un moyen de communiquer entre eux sans utiliser la voix. Bon, après, ils se sont rendus compte que ça pouvait être utile pour alphabétiser les enfants sourds qui, à cette époque, étaient plus fréquents que dans la population courante chez les nobles suite aux mariages intrafamiliaux. Il était de bon ton de se marier entre cousins quand il y avait des histoires d'héritage politique ou de titres de noblesse, ce qui fait qu'il était plus fréquent d'avoir des maladies génétiques, si on peut tenter qu'on peut appeler ça comme ça, et donc il y avait plus de sourds que dans la population ordinaire. Donc Pedro Ponce de León a enseigné à quelques enfants sourds de la noblesse espagnole. Mais celui qui vraiment a été instituteur des sourds le plus connu, c'est celui de droite, Juan Pablo Bonet. Donc là, presque un siècle après, si je puis dire. Lui, il était secrétaire particulier d'un haut fonctionnaire espagnol, un duc. Et cet homme avait, avec sa femme, ils avaient plusieurs enfants sourds. Donc Juan de Pablo Bonet a utilisé l'alphabet de Pedro Ponce de León et s'en est servi pour apprendre à parler aux enfants sourds, à articuler les sons. Parce qu'à cette époque-là, la grande priorité, c'était que les muets ne soient plus muets. C'était pas spécialement de leur apprendre à lire, à écrire, à avoir un métier. C'était souvent dans des familles de nobles. Il n'était pas question d'apprendre une profession, mais il fallait quand même pouvoir dire des compliments, ne pas faire honte en société. Donc, on prenait des professeurs particuliers qui étaient, si je puis dire, un peu l'ancêtre de l'orthophonie. Et donc, l'abbé de l'Épée a lu les publications de ces 2 messieurs. Il était polyglotte, il a lu ça en espagnol. Donc, par exemple, il a appris l'alphabet des mains avec cet abécédaire, qui est l'abécédaire de Ponce de León. Donc, il s'intéressait beaucoup à ça. Et il avait un ami, le père Vanin, qui, à Paris, enseignait
gratuitement à 2 petites filles sourdes dont la maman était veuve et couturière. Et donc ce père Vanin est mort à une période où il y a eu beaucoup de décès dans Paris, la sœur et les parents de l'abbé de l'Épée aussi. On pense qu'il y a eu une épidémie à cette époque-là. Il commençait à approcher la cinquantaine, et il s'est proposé spontanément de remplacer le père Vanin à son décès, parce qu'il s'intéressait à ces petites filles qu'il avait déjà vues 2 ou 3 fois. Et à l'époque, les gestes, on appelait ça les langages mimiques. Et lui s'est rendu compte que ça n'était pas du mime. C'est documenté, on a retrouvé des écrits. Comment s'est-il rendu compte que ce n'était pas du mime? Tout simplement, la réflexion qu'il a faite, c'est « Et si leur langage était du mime, je le comprendrais. Or, je ne comprends rien quand elles communiquent entre elles, donc ça n'est pas du mime. » Et c'est là son trait de génie. L'abbé de l'Épée n'a pas inventé la langue des signes, pas plus qu'il n'a inventé l'alphabet des mains. Il a compris qu'il s'agissait d'une langue et pas de mime, et que c'était des gestes arbitraires pour dire mieux, pour dire plus, pour dire tout un tas de petits mots abstraits qu'on connaît. Et ben, c'est pas comme quand on mime, je mange, je dors. Là, bien sûr, on comprend. Vous voyez, c'est en ça qu'il a quand même eu ce trait de génie, et il s'est dit aussi, contrairement à ce qu'on se disait à l'époque, que ces 2 petites filles n'avaient pas du tout l'air démunies intellectuellement. Il les voyait à la pause. D'abord, elles connaissaient des centaines de mots. Il suffisait de leur dessiner, elles écrivaient le mot sans se tromper. Mais elles n'utilisaient jamais ce langage entre elles pour communiquer. Elles signaient, enfin ce qu'on appelle signer maintenant. Donc il s'est dit, à elles 2, elles ont inventé pas mal de manières de communiquer, mais il m'en faudrait plus. Et comme il avait sa grande maison, que sa famille était partie rejoindre le Créateur, il s'est dit, je vais ouvrir une école pour les pauvres enfants sourds que les parents laissent à la rue, mendier, voler, etc. Et forcément va émerger une langue que je vais mettre en ordre, que je vais, utiliser pour différentes choses. Il avait comme projet, premièrement, de leur enseigner la parole de Dieu. Parce qu'à cette époque-là, on pensait que les sourds et muets n'avaient pas d'âme, et que c'était un peu comme les enfants morts-nés. Certains n'avaient même pas le droit à un enterrement religieux, puisqu'ils ne connaissaient pas l'existence de Dieu, tels des innocents, des enfants au berceau, ou même des animaux. Comme on dit d'un cheval ou d'un chien très intelligent, il ne lui manque que la parole. C'était un peu comme ça qu'étaient considérés les sourds-muets à cette époque. Donc lui, il a compris que ce n'était pas le cas déjà. Ensuite, il s'est dit, je vais leur apprendre à lire et à écrire avec l'alphabet des mains, mais il faudrait que j'ai plus de vocabulaire. Donc il a fait passer dans les paroisses des genres de petits prospectus où il disait, l'abbé prend en sa maison gratuitement et à sa charge les soins de nourriture, d'hébergement, de chauffage, de vêture et d'enseignement d'un métier à lire, à écrire et à compter aux enfants sourds que les parents voudront bien lui confier. Et très rapidement, il s'est trouvé avec 10, 12, 15, 20, 30, et la maison était pleine. Je vous montre sa maison. Ah, l'image est un peu petite, mais vous voyez, c'est l'immeuble au milieu avec la petite porte cochère noire. Et aussi, il a simplifié l'alphabet espagnol pour faire celui que vous voyez sur la gauche. Donc, il utilisait cet alphabet pour leur apprendre à lire et à écrire, mais pas tout de suite dès le début. Déjà, c'était bain de langage, que les enfants soient entre eux et apprennent à communiquer, que les idées leur viennent en utilisant les gestes. À la différence de ses prédécesseurs, il n'avait absolument pas pour objectif de les faire parler. Ça ne l'intéressait pas. Tant d'efforts pour arriver à les faire annonner d'une voix fort disharmonieuse, disait-il, c'est du temps perdu. Ce qu'il faut, c'est leur apprendre à lire, à écrire. Avec la lecture, ils pourront apprendre tout, l'histoire, la géographie. Alors, il avait aussi dans l'idée de leur apprendre le latin, l'italien. Il est parti la fleur au fusil. Et donc, cette école était une école laïque. Il était le seul religieux à l'intérieur. Il y avait des dames, on va dire des nounous, pour s'occuper des enfants. Quand la maison a été pleine, il payait la pension pour ces petits pensionnaires chez les voisines. Certaines avaient 3 enfants, 6 enfants, 8 enfants, au début dans le quartier, puis même après plus loin. Et donc, voilà que cette école a commencé à gagner en célébrité. Il y a une chose aussi qui l'a rendue encore plus célèbre, c'est l'affaire de
du comte de Solar, affaire dite du comte de Solar. Alors, il a ouvert cette école en 1760 avec les 2 petites filles. Mais en 1770, il avait déjà une trentaine d'élèves. Et les premiers petits-enfants qu'il avait accueillis, vers l'âge de 7-8 ans, étaient maintenant grands, 18 ans, 17 ans. Et c'est eux qui l'utilisaient comme enseignants pour les petits. C'est un système de tutorat. Et donc, tout ce monde-là vivait dans la maison comme dans une famille. Il n'y avait pas de salariés. Mais l'argent de l'abbé de l'Épée servait à tous et vraiment, c'est attesté, on a beaucoup de témoignages. Il était extrêmement gentil, comme un genre de bon grand-père bienveillant avec les enfants, qui n'était jamais puni, il supportait les petits caprices, il les aidait à s'endormir, enfin c'était vraiment un gentil monsieur. Donc l'affaire du comte de Solar, c'est une affaire qui a, je dirais, fait palpiter la France pendant 10 ans. Alors, il se trouve qu'en 1773, on a trouvé en Île-de-France, sur une petite route de campagne qui maintenant doit être bordée de supermarchés, je pense que c'était en Seine-et-Marne, mais le plus proche des départements limitrophes. Je ne me rappelle plus le nom de la commune. Bref, un paysan qui passait avec sa mule a trouvé un petit garçon évanoui sur le bord de la route. Donc il a recueilli ce petit garçon qui était un peu tombé d'inanition. Donc il l'a pris sur sa mule, il l'a ramené à la maison, lui et sa femme ont pris soin de lui, l'ont réchauffé, enfin c'était au mois d'août, ils lui ont donné à boire, à manger, ont pris soin de lui pendant 48 heures pour se rendre compte que c'était un petit sourd-muet, comme on disait à l'époque. Donc l'abbé de l'Épée étant assez célèbre, ils sont allés voir le curé de la commune, qui a envoyé le petit garçon accompagné d'une bonne sœur, jusqu'à la maison de l'abbé de l'Épée, pour essayer de voir s'il pourrait communiquer avec ce petit garçon. Donc, je pense, en s'aidant des tuteurs sourds qu'il avait à ses côtés et tout, l'abbé de l'Épée a réussi à communiquer avec ce petit garçon, qui portait des habits coûteux, de drap très jolis, des jolies chaussures en cuir fin, etc., et qui a réussi à expliquer avec les jeunes professeurs sourds qu'il habitait dans une très très grande maison avec beaucoup de chambres, qu'il y avait des personnes qui faisaient à manger, qui s'occupaient de leurs chevaux, qu'il y avait beaucoup de chevaux dans l'écurie, des jardiniers, etc., que sa maman avait plusieurs dames qui s'occupaient d'elle dans sa chambre, des robes, enfin bon, on a compris que c'était un enfant de la noblesse. Il a expliqué qu'il avait 2 sœurs, un petit frère, que son papa était très malade et boitait beaucoup, et que quelque temps auparavant, un jour, on est venu le chercher dans son lit le matin, on lui a mis un genre de linge sombre sur la tête, on l'a embarqué dans une voiture, style carrosse, et que pendant plusieurs jours, ça a roulé, de temps en temps, on s'arrêtait, on lui soulevait son drap, on lui donnait à manger, à boire. Qui faisait ça? Le précepteur de ses grandes sœurs, il expliquait que c'était le professeur de ses grandes sœurs, et reparti, voilà, et qu'au bout d'un temps qui lui avait paru long, beaucoup de jours, on avait ouvert la portière et qu'on l'avait jeté dans un bois. Et donc l'abbé de l'Épée s'est convaincu que c'était un enfant de la noblesse qui avait été abandonné pour une histoire d'héritage, des gens nobles ne voulant pas du tout donner leur titre au fils aîné parce que c'était un sourd-muet. Donc l'abbé de l'Épée, il fréquentait les salons, il était connu du beau monde, il a fait envoyer par toutes les maréchaussées de France assez éloignées de Paris le signalement du petit garçon avec un portrait qu'il avait fait faire par un certain Lemoine en disant est-ce qu'un petit garçon comme ça dans une grande maison aurait disparu récemment. Il a reçu pas mal de réponses, il a fait faire des enquêtes par la maréchaussée et il y en avait une qui correspondait vraiment beaucoup, c'était dans la région toulousaine, chez le comte de Solar, lequel vieux comte venait de décéder le mois qui précédait, et l'enfant étant soi-disant mort de la variole et enterré très très rapidement. Donc l'abbé de l'Épée s'est persuadé que c'était cet enfant-là qu'on avait cherché à déshériter. Vous vous rappelez, il était avocat. Donc il a décidé de porter cette affaire devant les tribunaux et ça a duré 10 ans. Ça a duré 10 ans parce que la famille a fait appel, etc. Enfin bon, et pour finir, il a gagné.
en 1784, il a gagné, le jeune comte de Solar a été restitué dans ses titres. L'abbé de l'Épée est mort en 89. Après, je vous en reparlerai tout à l'heure, on n'est pas en train de parler de sa mort là, mais bon, il est mort en 89, et après la mort de l'abbé de l'Épée, le précepteur qui avait été accusé d'être complice de la jeune veuve est monté à Paris avec des frères et sœurs de la famille Solar. Ils ne se sont pas reconnus. Donc on ne saura jamais si c'était vraiment le jeune comte de Solar ou pas. Mais ce qui est important, c'est que c'était la première fois qu'un sourd-muet, je vais toujours dire ça, mais on ne le dit plus, mais pour l'époque, était défendu dans ses droits d'aînesse, dans ses droits civiques, dans ses droits à hériter d'un titre de noblesse. Et que ça a, je dirais, popularisé le fait que les sourds sont des citoyens comme les autres, si je puis dire. Donc, c'est l'affaire du comte de Solar. Alors, nous avons à l'Institut un joli tableau qui participe de la légende, où on voit l'abbé de l'Épée dans la région toulousaine, avec le petit jeune homme à côté de lui, comme si l'abbé était allé à Toulouse directement avec le petit. Il frappe à la porte de la maison, la méchante marâtre, la veuve joyeuse qui s'amuse avec le précepteur et qui dilapide la fortune paternelle, fait semblant de ne pas le reconnaître, mais le chien de la famille reconnaît son petit maître. Et donc, c'est l'histoire qui circule dans la communauté sourde. Elle est mignonne, elle permet de la rendre un peu plus pittoresque, je dirais. Donc, c'est l'affaire du comte de Solar. Alors après, je vais parler de la personnalité de l'abbé de l'Épée. C'était un homme qui n'était intéressé ni par la gloire, ni par la fortune, ni par la fréquentation des personnes importantes. Un véritable philanthrope. Il voulait sauver une partie de l'humanité qui vivait dans la misère et qui était déconsidérée. Et donc, il a eu comme élève Claude-André de Seyne, qui était sourd et qui était un sculpteur extrêmement prisé et d'un talent inouï. Et il y a une pile qui... Je crois que ça ne marche plus. Bon, vous m'entendez peut-être, mais... Il faut appuyer sur quelque chose ? Peut-être, oui. C'est moi qui ai fait ça ? Peut-être, oui. Oh, excusez-moi. Excusez-moi, merci beaucoup. Donc, Claude-André de Seyne était donc élève de l'abbé de l'Épée et il lui a proposé de faire son buste. C'est le seul buste, la seule image qui a été faite de son vivant. L'abbé de l'Épée était contre le culte de la personnalité, ne voulait pas qu'on fasse de lui des portraits, des peintures. Quand même, j'ai l'impression que ça lâche un peu, sans que je touche à rien. Non, ah non. Ah si, je vous promets. Là, j'ai rien touché, ça s'est éteint. Voilà, il faut pas toucher celui-là. Ah oui, j'ai bien vu, j'y touche pas. D'accord. Ah d'accord, bon, excusez-moi. Alors donc, le Claude-André de Seyne, élève de l'abbé de l'Épée, il a fait un portrait, un buste de l'abbé de l'Épée en plâtre. L'abbé de l'Épée lui a acheté et il a demandé qu'on le casse. Il ne voulait absolument pas qu'on... Là, j'ai rien touché, je bouge pas. Hein. Ah bon, vous m'entendez ? Moi, je suis sûre que le micro, il marche plus, là. Bon, ben, je peux parler fort. Ah, la technologie, hein, entre les ordinateurs, les micros. Non, mais je pense que ce sont les piles. Oui, il marche très bien pour l'instant. Alors, attention. Oui. Donc, celui-là, il faut le mettre beaucoup plus près. Donc, le Claude-André de Seyne, il fait un buste de l'abbé de l'Épée. L'abbé de l'Épée l'achète, puis le fait détruire. Mais quand même, Claude-André de Seyne fait des croquis et fait en cachette un buste en marbre que nous avons. Il l'a fait en 1786, 3 ans avant le décès de l'abbé de l'Épée. Nous avons ce buste dans le jardin du directeur à l'Institut. Donc, quand à l'occasion vous viendrez faire une visite à l'Institut, vous pourrez le voir. Et c'est vraiment la seule effigie qui était faite de son vivant. Alors, Claude-André de Seyne, c'est un personnage incroyable. C'était un jeune sourd. Il avait aussi un frère qui était sculpteur, qui n'était pas sourd.
Et c'était un militant révolutionnaire infatigable. Il était copain avec les députés. Par exemple, il a fait ce buste de Robespierre qui est absolument saisissant. Si vous avez l'occasion de le voir, il est incroyable de naturel. Pas du tout comme les bustes pompeux à la romaine qu'ils pouvaient faire, qui sont très beaux nonobstant, mais je veux dire que vraiment, on dirait pris sur le vif. Et il y a l'histoire du buste d'Antoinette Danton, qui est incroyable. Alors, Antoinette Danton, c'était la femme de Danton, bien sûr. Et M. Danton, il allait souvent à droite, à gauche, passer 3-4 jours avec d'autres personnes de sexe féminin. Et il restait sans rentrer à la maison. Alors, elle était jeune, petite mère, elle avait 31 ans. Et en accouchant de son 4e enfant, elle est morte. Bon, Danton, il a continué, ripaille, etc. Et quand il est rentré à la maison, on lui a dit, Antoinette, Gabriel, chevalier de son nom de jeune fille, Danton, elle est morte et enterrée. Le Danton, qui était un sanguin, il a fait une crise de larmes et tout. Il est allé chercher son copain de Seine. Et de nuit, ils sont allés au cimetière Sainte-Catherine, qui se trouve à peu près vers Port-Royal et Montparnasse, qui n'existe plus. Ils ont déterré Antoinette Danton, qui était enterrée depuis la veille, et ils ont fait un masque mortuaire. Et Claude-André de Seine a raconté la scène, et il dit, Danton, quand il a réussi à sortir sa femme morte, il s'est jeté sur elle, la couverte de baisers, pardonne-moi ma chérie, etc. C'était une scène poignante, avec un petit côté ridicule quand même, et morbide surtout. En tout cas, ils ont fait ce masque mortuaire, et c'est ce masque qui a servi pour le buste que de Seine a fait, qui est très beau, qu'on trouve au musée de Troyes, l'original, mais il y en a plusieurs dans les différents musées français, puisqu'il faisait avec ce moulage, il l'a fait, voilà. Donc voilà, ce gars de Seine a fait énormément de bustes d'hommes à l'Assemblée nationale, le tout jeune gouvernement de la République. Alors, après, je vais vous parler d'un autre personnage fort connu, c'est Jacob Rodrigue Pereire, plus connu sous le nom de Pereire, tout simplement. Ce Pereire, c'était un juif marane portugais qui a dû, dans son enfance, fuir pour aller en Espagne. Puis ensuite, quand les rois catholiques se sont mis sur le dos des juifs, il a dû fuir en France. Et il est arrivé à Bordeaux. Et c'était un jeune type qui avait de l'ambition, qui était très intelligent. À Bordeaux, ils avaient le droit, les juifs n'étaient pas persécutés en France à cette époque-là. Il a donc fréquenté des gens de la communauté juive, dont un armateur de La Rochelle qui avait un fils sourd. Et lui aussi, il avait lu beaucoup de textes de Pablo Bonnet, dont je vous ai parlé au début. Et il cherchait à trouver un métier. C'était un jeune gars dans les 22-23 ans. Il a inventé une méthode qui n'est pas arrivée jusqu'à nous pour apprendre aux sourds à parler. Donc, ce n'était pas du tout la méthode de l'abbé de l'Épée qui cherchait à les regrouper et avec l'usage des signes, leur permettre d'apprendre à lire, à écrire, sans chercher à les faire parler. Lui, ce n'était pas du tout la même chose. Lui, Jacob Pereire, c'était la démutisation, si vous comprenez ce terme, c'est-à-dire qu'il cesse d'être muet. Et donc, il le faisait, là, on le voit en portrait, avec une petite fille, mademoiselle Marois d'Orléans, qui est restée son élève de l'âge de 8 ans jusqu'à 18 ans, et qui s'exprimait de façon intelligible et qui avait aussi appris à lire. Parce qu'une fois que les enfants savaient parler, même de façon artificielle, ils avaient quand même acquis une langue, même s'ils ne l'entendaient pas. Et ça marchait aussi pour apprendre à lire et à écrire. Beaucoup plus long, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'appareil auditif, pas d'orthophonie, etc. Mais ça a fonctionné. Cette mademoiselle Marois d'Orléans, qui a vécu très vieille, savait bien lire et écrire et s'exprimait de manière intelligible, on veut dire, enfin pour ceux qui la connaissaient bien. Donc je vous reparlerai de ce Jacob Pereire, parce qu'à l'époque, on en a fait l'ennemi juré de l'abbé de l'Épée. Or, ces deux messieurs ne se sont jamais rencontrés et ne se détestaient pas du tout parce que, si je puis dire de façon un peu triviale, ils ne jouaient pas du tout dans la même cour. L'abbé de l'Épée, c'était sauver les enfants pauvres et leur permettre de devenir autre chose que des voleurs et des mendiants, d'être des citoyens à part entière qui gagnaient leur vie, pouvaient se marier, enfin vivre une vie, on n'appelait pas encore citoyens, c'est l'Ancien Régime, mais disons des petits Français comme les autres, alors que lui, c'était
un gagne-pain. L'abbé de l'Épée, il avait hérité d'une grosse fortune. Notre gars Pereire, il n'avait pas un sou en poche. Donc c'était pour lui un moyen d'élever ses propres enfants que d'être précepteur particulier chez les enfants riches, sourds, dans les familles de nobles. Donc on en parlera après parce que Pereire, vous vous doutez bien, il a eu une descendance. On est parisien, on sait ce que c'est Pereire. Alors, nous voilà la nuit du 22 au 23 décembre 1789. C'est la dernière nuit de l'abbé de l'Épée. Donc il est dans sa maison, dans sa chambre. Cette scène est très documentée. Le peintre qui l'a faite, 50 ans après la mort de l'abbé de l'Épée, il a utilisé tous les écrits qui avaient été faits par les différents professeurs, visiteurs et députés qui étaient passés pour faire leurs adieux à l'abbé de l'Épée lors de son agonie. Et il a cherché les portraits de tous les gens qui étaient cités. Donc, quand il a retrouvé les portraits, on les voit de face, et quand on n'a pas retrouvé les portraits, on les voit de trois quarts ou de dos. Ce peintre s'appelle Frédéric Pesson, c'est un peintre qui est devenu très riche et très célèbre, originaire de Montpellier, et qui a fait ses études à l'Institut des Sourds de la rue Saint-Jacques. Donc, on voit monsieur de l'Épée qui est en train de vivre ses derniers instants. Les élèves en pleurs, filles, garçons, dans les bras des plus grands qui les consolent, etc. Et il y a deux personnages, un qui tient un espèce de chapeau un peu haute forme, plutôt révolutionnaire, avec une redingote marron, et derrière avec une perruque blanche. Ces deux personnages sont les deux représentants du premier gouvernement de la République. On est donc juste avant Noël 1789. La Révolution vient de commencer en juillet, il y a peu. Et donc, il y a déjà un gouvernement. Ils viennent et ils lui disent, sur son lit de mort, l'abbé de l'Épée était très, très anxieux de ce qu'allait devenir son école et ses enfants. Ils lui disent cette fameuse phrase « Mourez en paix, la patrie prendra soin de vos enfants ». Mais non seulement ils l'ont fait, mais ça n'a jamais cessé depuis. C'est-à-dire que depuis la nuit du 23 décembre 1789 jusqu'à aujourd'hui, et ça ne me semble pas près de s'arrêter, c'est l'État français qui prend en charge l'éducation des sourds de l'école de l'abbé de l'Épée. Il y a eu quand même beaucoup d'événements après la Révolution, Second Empire, Restauration, j'en passe, c'est des meilleurs. Il y a eu des guerres, il y a eu la Commune, il y a eu tout ce qu'on veut. Jamais cette école n'a été lâchée par les différents gouvernements, quels qu'ils soient, y compris le gouvernement de Vichy et tout ça. Et encore de nos jours, les enfants qui sont scolarisés à l'Institut, les familles ne payent rien du tout. Ni même la pension, ni même les transports en commun. On a des enfants qui viennent de fort loin. C'est l'Institut qui prend tout en charge. Donc, ma foi, ces deux gars, ils n'avaient pas menti. Donc, notre abbé de l'Épée s'en va rejoindre son créateur. Il est remplacé par qui ? Par un autre abbé, l'abbé Sicard, qui s'appelait Ambroise Cucuron Sicard, originaire d'une petite ville à côté de Toulouse. Ce type connaissait bien l'abbé de l'Épée. Excusez-moi, c'est peut-être un peu familier ce type, mais enfin bon. Pour moi, c'est un voisin, puisque je vis à ses côtés depuis 3 décennies déjà. Alors, l'abbé Sicard, c'était pas du tout la même personnalité que l'abbé de l'Épée. Il n'était pas tant philanthrope que quelqu'un qui veut réussir dans la vie. Alors, il ne cherchait pas la fortune, il cherchait la gloire. Il aimait beaucoup les médailles, les décorations, faire partie des académies, des sociétés savantes. Il était royaliste, donc il a eu du Bourbon à se faire pendant la Révolution. Il a échappé de peu à la mort à plusieurs reprises. Et puis, donc, vous voyez, il s'est fait peindre en portrait, on dirait pratiquement le pape Pie VII sur la gauche, là. Et sur la droite, cet abbé Sicard, on le voit avec les petites élèves. Et au fond, qui montre le tableau, un professeur sourd, un jeune professeur sourd qui s'appelle Jean Massieu, qui était très connu de la communauté sourde. Pour vous dire à quel point c'était un personnage incroyable. Il a été trouvé par un gentilhomme dans une ferme à l'âge de 13 ans. Ce gentilhomme, le voyant vif d'esprit, l'a amené à Bordeaux dans une école de sourds religieuse qu'il y avait à cette époque-là. Et en l'espace de 4 ans, il avait appris tout le programme. Il était sourd, il ne parlait pas. Il avait appris à lire, à écrire, et tout le programme qui est prévu pour aller de 9 ans jusqu'à 19 ans. Et très rapidement, quand il est monté à Paris avec l'abbé Sicard,
il est devenu professeur. Quand Sicard a dû fuir en Angleterre pour ses opinions politiques qui ne correspondaient pas avec ce qui était bien vu, il l'a suivi. Et là-bas, comme il s'ennuyait, en l'espace de 4 mois, il a écrit un dictionnaire franco-anglais pour un gars qui n'entendait pas. Il avait des grands manteaux avec des poches immenses et plein de livres dans ses poches, et lesquels livres étaient des livres de droit canon, des livres algébriques, c'était pas des petites bluettes, vous voyez. Je pense que ça serait maintenant, on dirait, haut potentiel. Il était très, très, très intelligent. Bon, bref, ce tableau a été utilisé, je fais un peu des sauts dans l'histoire parce que c'est très compliqué de vous raconter de façon chronologique et linéaire. Ce tableau a été utilisé beaucoup plus tard. Vous voyez, on est en 1806. L'abbé de l'Épée est mort en 1820. Et vous verrez un peu plus loin que la langue des signes, je ne sais pas si c'est juste là que je l'ai mis. Je peux vous le dire maintenant, c'est pas grave. En fait, ce tableau a été utilisé pour faire de la propagande de la méthode oraliste en 1880, très très longtemps après. Donc je reviendrai dessus tout à l'heure et on continue d'avancer. Donc on revient, l'abbé de l'Épée vient de mourir, c'est l'abbé Sicard qui l'a remplacé. Et je suis embêtée parce que je suis en bas de mon écran, je ne sais pas comment faire monter le... Vous voyez ce que je veux dire ? Il n'y a pas de roulette. Il n'y a pas de roulette. Ah oui, c'est un pavé. C'est votre doigt qui monte comme ça, qui frotte en même temps. Alors, j'essaye. Je pose le micro. Excusez-moi, je suis vraiment confuse. Mais j'ai pas de Mac. Mais je vois pas. Ah, ça y est, je le vois. Merci. Par contre, j'ai déplacé mon truc. Bon, alors je vous montre ça. Alors ça, c'est quoi ? C'est très mignon. On l'a trouvé il y a très peu de temps. Pardon. Oui, excusez-moi. Donc, on a trouvé ça il y a peu de temps. Il s'agit d'une liste manuscrite qui dit, alors je la vois plus facilement que vous, livre choisi dans le dépôt des ci-devant cordeliers pour l'École nationale des sourds-muets de Paris. Alors, vous savez que la Révolution n'a pas fait que couper des têtes. Ils ont aussi confisqué les livres chez les nobles, chez les riches, dans les couvents, les monastères, etc., etc. Pourquoi ? Pour partager la connaissance avec le peuple, notamment créer des bibliothèques municipales, les bibliothèques des écoles qu'ils ont créées, etc. Des grandes écoles qui souvent s'installaient à l'endroit où existaient déjà des collèges royaux, bien sûr. Enfin, par exemple, l'Institut des jeunes sourds de Paris, qui a été créé tout de suite après la Révolution, ne possédait pas de livres. Les moines qui étaient auparavant dans l'institution, qui en a été chassés, leurs livres avaient été confisqués. Et donc, le directeur de l'institution, avec 2 maîtres, ils ont pris une charrette et ils sont partis rue de l'École de médecine, où il y a, vous savez, le réfectoire, l'ancien réfectoire des Cordeliers, qui contenait des centaines de milliers de livres confisqués sur la place de Paris et qui étaient rangés par ordre. Il y avait des livres de grammaire, des livres d'agriculture, etc. Et on a étudié cette liste qui est très mignonne. Donc il y a énormément d'ouvrages de vocabulaire, de langage, puisqu'ils avaient bien compris qu'il fallait donner aux sourds de quoi leur permettre d'apprendre à lire, à écrire. Et puis il y a un roman, c'est Robinson Crusoe. En le trouvant sur cette liste, j'ai appris qu'il avait été écrit avant la Révolution, ce que je ne savais pas. Et puis il y a tout Voltaire, enfin vraiment il y a vraiment énormément de choses, du théâtre antique et un trésor inestimable, l'encyclopédie Diderot d'Alembert, édition originale dans son entièreté, avec aussi les 17 volumes de planches. C'est maintenant là-bas ? Oui, cette encyclopédie Diderot d'Alembert, je l'ai trouvée dans la cave, dans une cave qui avait été inondée. Mais, par chance, il l'avait rangée dans les étagères du haut. Donc, on s'est empressé avec mes jeunes collègues, nous sommes 3 dans le service, de la monter en sûreté à la bibliothèque, où vous pouvez la voir, elle est en parfait état. Ce qui n'est pas le cas des ouvrages d'en bas. En bas, il y avait des dictionnaires, il y avait la première édition du Larousse en 6 volumes de 1934,
qui se trouve encore facilement, donc c'est pas vraiment un trésor perdu. Alors là, il me faut monter l'ascenseur. C'est ça, calé. Ouais, mais attention, moi je pose le micro. Je suis pas encore pianiste, donc il faut que je la chope là. Voilà. Je monte. Oh, j'espère que je prends pas de retard. Donc c'est là qui devrait... Voilà, je vais vous la montrer. La voilà, elle est sur les étagères du milieu, les trois, pas tout à fait celle d'en haut, mais les trois là, c'est notre encyclopédie dans notre bibliothèque. Alors, cette bibliothèque donc a été offerte, le fonds de bibliothèque a été offert par le gouvernement de la Révolution, et puis ensuite, elle a été alimentée par tous les rapports qu'on pouvait récupérer dans les différentes écoles qui se créaient au fur et à mesure, qui étaient écrits, les courriers qui nous étaient envoyés de l'étranger et qui étaient reliés, etc., etc. Actuellement, on a 20 000 ouvrages dans cette bibliothèque qui sont pour certains des éditions uniques, qui ont même été reliées à l'Institut. Il y avait un atelier de reliure. Et c'est pas vraiment accessible sauf en consultation sur place. Donc on a créé un partenariat avec la BNF pour qu'ils nous scannent des documents qu'on leur envoie par paquet de 10 ou de 15 et qui pourront petit à petit être intégrés sur Gallica, la bibliothèque gratuite et accessible dans le monde entier. Donc après, il y a un personnage qui est très important, c'est le docteur Jean-Marc Gaspard-Itard, dont l'histoire est indissociablement liée à celle de l'Institut. Alors, je suppose que vous le connaissez tous, le docteur Itard, celui de l'enfant sauvage, qui a été rendu populaire, joué par François Truffaut lui-même, dans le film de 1970. Alors, ce Jean-Marc Gaspard-Itard, c'était un jeune originaire du Midi, des Alpes de Haute-Provence, comme ça s'appelle maintenant. Et il a fait à l'hôpital de Toulon, il a commencé à devenir jeune chirurgien. À l'époque, on était chirurgien avant d'être médecin. C'était pas comme maintenant. Et donc, c'était moins coté, disons, d'être chirurgien que d'être médecin. Et donc, il était jeune chirurgien à 19 ans. Il est monté à Paris, au tout nouvel hôpital militaire du Val-de-Grâce, pour suivre les cours de Larrey, le célèbre chirurgien militaire Larrey. Et il y a une rue Larrey dans l'arrondissement, je crois bien. Voilà. Et donc, ce Jean-Marc Gaspard-Itard est monté, il était à l'hôpital du Val-de-Grâce, il faisait son internat pour passer son doctorat en médecine selon les nouvelles dispositions de Napoléon. Et l'abbé Sicard, qui était directeur de l'Institut, il y a un jeune qui est tombé, qui s'est blessé, qui s'est fait une fracture ouverte. Il a demandé qu'on l'emmène à l'hôpital du Val-de-Grâce. Et là, ils sont tombés sur le docteur Itard, qui a sympathisé avec l'abbé Sicard et qui lui a dit « Est-ce que vous ne voudriez pas être médecin de l'institution ?» Parce que notre ami Sicard avait une idée derrière la tête. Il avait entendu parler de Victor de l'Aveyron. C'était une affaire qui faisait beaucoup de bruit. Ce petit garçon, soi-disant élevé par des bêtes sauvages dans la forêt, dans l'Aveyron, qu'on a trouvé au mois de janvier 1800. Et comme on l'avait déjà vu déambuler dans la forêt 2 ans avant, etc., ils en ont déduit que cet enfant-là vivait seul dans les bois ou avec des bêtes sauvages depuis fort longtemps. Itard a compris rapidement que c'était impossible. Victor ne savait absolument pas trouver sa nourriture tout seul. Il ne savait absolument pas comment choisir les aliments. Il mordait dans les marrons crus. Enfin bon. Donc on a compris a posteriori qu'en fait ce petit garçon était probablement handicapé, un autisme très très sévère, et en plus victime de graves maltraitances parce qu'il avait des cicatrices partout, tentatives d'égorgement cicatrisées, etc. Et donc il devait s'échapper de temps en temps, à la faveur de quoi des paysans le voyaient, mais il était repris jusqu'au jour où il n'a pas été repris, et c'est des paysans qui l'ont capturé. Donc, ils ont essayé de le conserver un peu comme ils pouvaient, mais il s'échappait de partout. J'imagine qu'ils l'ont enchaîné dans une cage et ils l'ont monté jusqu'à Paris à la demande du gouvernement de l'époque.
Et le gouvernement, comme cet enfant-là, enfin les gens du gouvernement qui l'avaient fait monter à Paris, comme cet enfant-là ne parlait pas, ils ont dit on va le mettre avec les muets dans l'école de l'abbé Sicard. Sauf qu'il n'était pas sourd du tout. En tout cas, le jeune Itard, qui était quelqu'un d'entreprenant, a accepté la proposition de Sicard d'être médecin de l'Institut, on est au tout début de la médecine, hein, et de s'occuper du jeune Victor. Ça, Sicard le faisait pour gagner en célébrité, en visibilité, pour être parmi les gens qui sont un peu sur le devant de la scène des choses modernes qui se font. Ça n'avait aucun intérêt pour les enfants sourds d'avoir Victor de l'Aveyron dans l'institution. C'était vraiment pour lui. Donc, après, si ça pouvait rapporter de l'argent à l'école, Sicard n'a jamais été un profiteur. Tout l'argent qu'il récupérait, il l'utilisait pour nourrir les enfants, réparer les toitures, etc. Donc, notre ami Itard, pendant 5 ans, je ne vais pas vous en parler trop longtemps, mais a essayé par tous les moyens de sortir Victor de cette coquille. Alors, en quoi j'ai quand même de l'admiration pour cet homme-là, c'est qu'à l'époque, il l'avait montré à Pinel, le célèbre aliéniste, qui lui avait dit qu'il était irrécupérable. Et Itard s'est dit, bah non, en fait, cet enfant-là, il a été battu, il a été malheureux, il a eu peur dans les bois. Si on s'en occupe bien et qu'on essaye par une pédagogie sensitive, c'est-à-dire en jouant sur les sentiments ou les sensations, on va pouvoir le sortir de cette misère dans laquelle il est et le rendre à son humanité. Et il s'est beaucoup acharné, le terme ne convient pas, mais disons, il n'a pas ménagé ses efforts. On le voit très bien dans le film de Truffaut, qui est drôlement bien documenté, dont une grande partie a été tournée à l'Institut, dans les murs, dans la bibliothèque, dans le jardin, avec les enfants sourds de l'Institut qui faisaient de la figuration. Donc le tournage avait commencé en 67, et puis 68, 69, le film est sorti en 70. Bon, Itard, il a finalement dû renoncer, parce qu'à un moment, Victor, au moment de la puberté, ça n'a plus été du tout, il n'acceptait plus les cours et tout. Donc il a demandé une bourse pour l'aider, et le reste, il a financé lui-même. Le couvent des Feuillantines, qui avait été transformé en logement, il a loué un petit 2 pièces pour la nourrice qu'il avait déjà depuis 5 ans à l'Institut, puisque Victor habitait à l'Institut, et il leur a payé ça, et jusqu'à... il avait fait un legs qui pouvait courir jusqu'à ce que Victor meure. Et d'ailleurs, Victor est mort, mais après Itard, et donc ça faisait partie du legs, voilà. Et alors, on aime à penser, dans cet immeuble où Victor habitait avec sa nounou, il y avait le petit Victor Hugo qui habitait chez ses grands-parents. Et on aime à penser qu'il a été influencé par le personnage de Victor pour créer Quasimodo plus tard, parce que ce Victor se déplaçait un peu comme ça, poussait des cris, et avait un petit côté Quasimodo quand même. Donc sa nourrice l'emmenait tous les jours se promener dans un jardin que maintenant les jeunes appellent le Petit Lucot, qui est au bout, une extension au-delà du jardin du Sénat. Bref, donc voilà la malheureuse histoire de... Bon. Et Jean-Marc Gaspard Itard, il a ça à son actif, c'est de s'être dit que si handicapé qu'on soit, ça peut ne pas être congénital, mais plutôt être dû à des circonstances extérieures, et qu'on peut essayer de soigner ça en faisant l'inverse, comme le font les psychologues, les éducateurs spécialisés, les orthophonistes et tous les gens qui soignent maintenant les enfants qui ont des difficultés. Donc ça, c'était très novateur. Et là-dessus, nous le saluons beaucoup. Après il y a, vous allez voir qu'il y a une partie qui est un petit peu moins rigolote. C'est qu'une fois que Victor n'a plus été là, Itard a voulu soigner la surdité des enfants sourds. Puisque lui, il avait compris que s'ils étaient muets, c'est pas parce que leur gorge ou leur poumon ou je ne sais quoi ne marchait pas, c'est parce qu'ils n'entendaient pas. Donc il a voulu vaincre la surdité. Alors je vous ai fait un petit résumé, mais il était connu comme médecin pour être un très grand expérimentateur. Alors il n'était pas particulièrement spécial, en obstétrique c'était la même chose, dans tous les domaines, chirurgie de l'œil, on essayait, c'est une époque où on essayait. Et donc il a essayé, il avait 250 petits sourds à disposition dont les parents étaient très pauvres et n'allaient pas lui faire de procès. Il a essayé par tous les moyens, divers et variés, de guérir la surdité. Les enfants avaient très très peur de lui, et quand ils étaient appelés pour aller dans son cabinet, c'était vraiment une calamité.
Alors voilà, les traitements, suppuration induite, c'est-à-dire on fait une plaie dans la peau, on y met des choses sales et ensuite on y met un drain et on entretient la suppuration en mettant... alors il y a des ordonnances qui font froid dans le dos, hein, des orties mâchouillées par un cochon, enfin bon, je vous assure, c'est quand même quelque chose. Bon, il faisait des abcès de fixation qu'il fallait entretenir la suppuration pendant 18 mois. Si au bout de 18 mois, l'enfant n'entendait pas mieux, il fallait mettre des cautères, tout ça dans le cou, autour de l'oreille, etc. Fallait leur donner des émétiques et les faire vomir régulièrement, des petits comprimés de mercure, des pommades inflammatoires, des percements de tympan, petite trépanation pour aérer l'oreille interne par derrière, la nouvelle médecine électrique avec les piles voltaïques, il y a une petite illustration sur la droite, et je vous lis la fin, là. Si au bout d'un an il ne survient pas de mieux, on couvrira la tête avec une calotte de pois de Bourgogne saupoudrée de 2 gammes d'émétiques et de 20 grammes de camphre, ça devait bien piquer, et on laissera en place jusqu'à ce qu'il survienne de gros boutons noirâtres et sanguinolents. Pendant ce temps, l'enfant sera mis à un régime calmant et on le baignera chaque jour. On imagine que les enfants, ils pleuraient beaucoup et qu'ils souffraient énormément. Alors, comment vous dire, la communauté sourde déteste le docteur Itard. Ils parlent de lui comme d'un bourreau nazi, mais vraiment, ils le disent. Comme les bourreaux nazis dans les camps de concentration, comme les enfants étaient des rats de laboratoire. Or, moi qui ai lu tous les écrits, il a laissé énormément d'écrits, c'était pas quelqu'un qui avait plaisir à faire souffrir les enfants, et on sent que des fois, il se faisait violence, mais vraiment, il était habité par son but de guérir la surdité. Bon, après, je pense que les médecins et les chirurgiens de l'époque, ils ne faisaient pas dans la dentelle comme maintenant, la douleur, même... Moi, j'ai 65 ans, quand j'étais petite, on m'a retiré une verrue plantaire sans me faire d'anesthésie. Ça fait pas longtemps qu'on prend en compte la douleur des enfants. Et même des adultes, d'ailleurs. Mais bon, à cette époque-là, ça poussait le bouchon un petit peu loin, et les sourds détestent le docteur Itard. Donc, voilà. Alors, à part ça, depuis, il a été suivi par un personnage connu, c'est le docteur Ménière, qui a diagnostiqué les vertiges de Ménière, qui lui était un médecin extrêmement bienveillant, qui a arrêté immédiatement toutes ses pratiques et qui soignait les enfants, parce que les enfants sourds, comme leur oreille ne fonctionne pas bien, les tympans ne vibrent pas bien, ils ont très souvent des otites. À l'époque, hein, maintenant les enfants sourds sont bien soignés, ça n'a plus rien à voir, mais bon, ils avaient beaucoup d'otites, donc il était là pour soigner les otites, les rhumes, les bronchites. On est à une époque où la tuberculose sévit, etc. Donc Ménière, lui, les enfants sourds l'aimaient beaucoup. Alors, je vous parlais d'autre chose. Je vous parlais de l'exode progressif des professeurs sourds. À partir du 19e siècle, donc, vous voyez, l'abbé de l'Épée, c'est l'époque charitable. Les sourds, ces pauvres infortunés, avec leur langue, leurs gestes mimiques, etc. Et à partir du moment où l'État prend en charge l'école et recrute des médecins, les sourds deviennent des malades et la surdité devient non plus une étrangeté, mais une maladie, un handicap. Et donc, on va essayer de les guérir. Et donc, la langue des signes que les sourds utilisaient allègrement depuis l'abbé de l'Épée est vue comme un des symptômes de cette maladie et est très régulièrement remise en cause. Comment voulez-vous qu'ils fassent l'effort de parler s'ils peuvent si facilement communiquer avec leurs mains? Ils ne font pas partie de la communauté des humains, parler avec ses mains, ce n'est pas quelque chose de distingué, etc. Elle est très régulièrement attaquée. Alors, suivant les directeurs, il y en a des qui ont l'esprit plus ouvert ou d'autres, et certains des professeurs sourds sentent le vent venir, et il y en a beaucoup qui sont partis progressivement à cette époque-là, contribuant ainsi à la diffusion de la langue des signes française. Donc j'ai pris pour exemple Laurent Clerc. Laurent Clerc, c'est un jeune homme originaire de l'Isère qui est monté à Paris tout petit et qui a été un brillant élève de Massieu, celui qui avait des livres plein les poches là. Et il est devenu professeur très jeune, à l'âge de 21 ans, et il était à l'Institut. L'abbé Sicard était toujours directeur, et il avait ses 2 petites vedettes. C'était Massieu, qui avait 26-27 ans, et notre ami Clerc, qui avait 17-18 ans. Il les emmenait partout. Par exemple, quand il est parti en Angleterre, il les a emmenés avec lui. Il les a montrés à la cour à Londres. Il faisait des tournées avec ces 2 jeunes professeurs sourds, où les gens posaient des questions, et Laurent Clerc répondait en français à écrit, et Massieu répondait en anglais à l'écrit, etc. Ça faisait de la publicité pour l'école, voilà.
Et là-bas, ils ont rencontré Laurent Clerc, Sicard et Massieu. Ils ont rencontré le pasteur Gallaudet. C'est un pasteur américain qui est venu, un jeune pasteur américain, il avait le même âge que Laurent Clerc. Il est venu en Europe pour chercher un moyen de faire une école pour les sourds aux États-Unis. Il n'y en avait pas. Et il avait un très bon ami de sa famille qui avait une petite fille sourde. C'était un jeune type, il voulait voyager. Il a dit, moi je vais aller en Europe. Il paraît que là-bas, il y a des écoles pour les sourds. Il est d'abord allé en Écosse. Les Écossais, fidèles à leur réputation, lui ont dit qu'ils voulaient bien lui vendre la méthode fort chère. Donc il est allé à Londres, et là, il a eu l'occasion de rencontrer Clerc, Sicard et Massieu. Il a été tout à fait séduit, et il leur a demandé de lui apprendre la méthode. Ils lui ont dit, quand on rentre en France, venez donc avec nous. Il est venu avec eux à Paris, à l'Institut. Il est resté le plus longtemps qu'il le pouvait, 2-3 mois, mais il s'est bien rendu compte qu'à lui tout seul, un jeune pasteur entendant, il n'allait pas pouvoir, donc il a demandé à Massieu de l'accompagner aux États-Unis. Massieu, qui était un petit gars un peu timoré, qui vouait une admiration sans borne à Sicard, n'a pas osé abandonner son vieux maître. Par contre, Laurent Clerc, il a sauté sur l'occasion. Il a dit, moi, je veux y aller. Et Sicard a tout fait pour empêcher Clerc de partir. Il a fait pression sur la famille et tout, mais Clerc, il est parti. Pourquoi ? Déjà, il sentait le vent tourner. Et deuxièmement, Sicard, il avait envie d'avoir une vie, de se marier, d'avoir des enfants. Et ça, en France, pour les jeunes professeurs de l'Institut, c'était tout à fait impossible. Sicard ne voulait pas, ils habitaient dans des petites chambres au 5e étage, et ils ne voulaient pas qu'ils aient de vie de famille, disant qu'ils allaient se faire avoir, qu'on a trouvé des courriers quand ils lui demandaient « Cher docteur Sicard, j'ai rencontré la filleule de mon parrain, je ne sais pas quoi, je voudrais... » Toujours, il leur interdisait de se marier. Et donc, Laurent Clerc, il avait envie d'avoir une vraie vie. Et donc, il est parti. Contre l'avis de Sicard, il est parti aux États-Unis. Il a promis par écrit qu'il n'abjurerait jamais la religion catholique et qu'il reviendrait dans 3 ans. Et en fait, il est revenu dans 3 ans, mais il est reparti aussitôt après. Il n'a pas abjuré la religion jusqu'à ce que Sicard meure, et ensuite il s'est converti une des branches du protestantisme américain, je ne saurais vous dire presbytérien, j'en sais rien. Non, c'était un truc typiquement américain, juste luthérien, presbytérien. Enfin, en tout cas, des protestants, quand même, on va dire, pas des catholiques, et tout ça pour se marier avec une jeune femme, sourde aussi, avec qui il a eu de nombreux enfants, dont un fils qui a participé à la fondation de l'université de Gallaudet, vous savez, aux États-Unis, à côté de Washington, il y a une université, tout un campus que de sourds, tout en langue des signes. En tout cas, Laurent Clerc, il a emmené la langue des signes française aux États-Unis, et les sourds américains, ils ont 85% de leur vocabulaire en langue des signes qui est du vocabulaire de la vieille langue des signes française. De même, Émile Huette est parti fonder la première école de sourds à Rio. Donc la langue des signes brésilienne est très proche de la langue des signes française. Idem en Lituanie, en Russie, à Saint-Pétersbourg, en Hollande, à Groningen, plein, en Turquie, en Tunisie, plein de jeunes professeurs sourds sont partis fonder des écoles en province et à l'étranger durant cette période où on sentait le vent tourner. Et voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de... La langue des signes, c'est un peu comme le latin, la langue des signes française, comme le latin pour les langues latines, italien, portugais, espagnol, roumain, voilà. La langue des signes française. Alors, après, je voulais vous montrer ce petit... C'est le premier dictionnaire dessiné de langue des signes française. Il a été fait en 1855 par Joséphine Brouland. Donc, je suis désolée, l'image est un peu petite. Si vous venez à l'Institut lors d'une visite, vous pourrez le voir. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas réussi à le faire rééditer. C'est un très grand poster avec 170 petits vignettes. Et il y a un livre qui va avec, qui vous dit images numérotant, elles sont numérotées, écartez vos mains puis rapprochez-les. Vous voyez, les mouvements ne sont pas indiqués sur les dessins. Elle n'a pas pensé à faire des petites flèches. Donc cette Joséphine Brouland était professeure
Chez les filles sourdes, à l'Institut, il y avait des maîtres pour les garçons et des maîtresses pour les petites filles. Et donc, elle a gagné une médaille avec ce poster, on va dire, qui se vendait 5 francs à l'école pour les familles pour pouvoir communiquer aisément avec leurs enfants. Ensuite, il y a un monsieur sourd qui s'appelait Pierre Pélissier qui, l'année d'après, en a fait un où on voit un petit peu plus les mouvements, un petit peu plus élaborés. Et puis Joséphine, qui dormait sur ses lauriers, a dû vite déchanter parce que 4 ans plus tard, en 1859, le ministère de l'Intérieur décide que les filles et les garçons ne peuvent plus cohabiter. Cohabiter, c'était pas uniquement... Enfin, je veux dire, les garçons et les filles étaient séparés. Il y avait l'aile des filles, l'aile des garçons. Ils ne se croisaient même pas en allant à la messe. Il y avait des couloirs séparés, etc. Disons que la vertu de tout un chacun était bien protégée. Sauf qu'ils arrivaient quand même à se jeter des petits regards, à se connaître. Et une fois qu'ils avaient fini l'école, il y en avait beaucoup qui avaient des velléités de se marier et de fonder une famille. Et ça, le ministère de l'Intérieur ne le voyait pas du tout d'un bon œil. On a trouvé des petites notes de service qu'ils envoyaient en disant on ne peut quand même pas laisser ces pauvres âmes procréer et ensuite éventuellement avoir une descendance et une race de sourds-muets qui naîtrait de ces œuvres. Alors il y avait des réponses, il y a des courriers qui disent oui mais regardez bien, la plupart des sourds qui ont des enfants, les enfants ne sont pas sourds. Et la réponse étant mais c'est pire, comment laisser un enfant normal se faire élever par ces pauvres gens? Donc, la solution radicale, on met les filles à Bordeaux et les garçons restent à Paris. Donc les institutrices, dont Joséphine, ont voulu suivre les filles. Elles sont allées à Bordeaux les accompagner, il y avait les premiers trains, ça mettait presque 2 jours, mais enfin bon. Elles sont allées en train jusqu'à Bordeaux, et là, on leur a dit qu'on n'avait pas besoin de leur service. Elles ont été renvoyées à Paris, et à Paris, il n'y avait plus de travail pour elles, parce que là-bas, il y avait des bonnes sœurs toutes disposées à le faire gratuitement, qui n'étaient pas formées à la langue des signes, qui n'étaient pas du tout des institutrices diplômées, mais la direction disait, de toute façon, ces jeunes filles, ce qu'on leur demande, c'est de savoir se laver proprement, coudre, rapetasser un peu, faire du ménage, et puis pour celles qui sont douées, on pourra les faire recruter aux porcelaineries de Limoges pour pouvoir faire voilà, des dessins dans les assiettes et la vaisselle, etc. Et celles qui sont douées pour la dentelle pourront faire des travaux d'aiguille pour les églises, les nappes d'autel, etc. Et ces jeunes filles, à l'issue d'une formation très succincte, étaient placées dans ce qu'on appelait des ouvroirs, c'est-à-dire des genres de manufactures tenues par des sœurs, où les pensionnaires ne sont pas salariés, sont nourris, logés, blanchis et gardent un statut de mineur toute leur vie. Donc, c'était pas vraiment la joie pour ces demoiselles à cette époque, mais ça n'est plus le cas. Ils ont donc construit cette institution qui existe toujours, qui a fermé moins d'un siècle après. Très très grande institution pour toutes les filles sourdes-muettes de France à l'époque, dont les parents étaient d'accord pour se séparer, parce que quand vous habitiez Belfort et que votre fille partait à Bordeaux, vous ne la revoyiez plus. Donc il y avait beaucoup de petites filles dont les parents ont choisi, parmi les petites parisiennes qui étaient scolarisées à l'Institut de la rue Saint-Jacques, il y en a plus de la moitié dont les parents ont refusé qu'elles partent et elles ont cessé d'aller à l'école, tout simplement. Pendant la guerre de 39-45, ça a été pris par la commandanture, cette institution, à Bordeaux, rue de l'Abbé de l'Épée, ça s'appelle. Et puis, après la guerre, c'est devenu la préfecture de police de la Gironde. Et puis, actuellement, c'est un projet qui... vous voyez le démantèlement de l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul ? Il y a des recycleries, des grands voisins, des laboratoires de... je ne sais plus trop bien, enfin... beaucoup de jeunes qui viennent faire des bureaux partagés parce qu'on ne sait pas trop ce que ça va devenir, des logements, un centre commercial, un hôtel. Bon, voilà où on en est. Ça s'appelle Castéja, à Bordeaux. Alors après, pourquoi le baron de Gérando? Le baron de Gérando, pourquoi je l'ai mis là, je ne saurais vous le dire. Je me suis peut-être un peu mélangé les pinceaux. Alors, voyons voir l'ascenseur. Si vous avez des questions ou que ça... N'hésitez pas à venir. Truffaut était malentendant.
Mais si je suis pas trop en retard, je sais pas quelle heure il est. Oh non, ça va. Après, quand ça va être fini, on pourra échanger, bien sûr, avec plaisir. J'ai beaucoup de choses à apprendre de votre part, j'en suis sûre. Alors, cette bibliothèque que nous avons toujours, elle contient 20 000 ouvrages grâce au baron de Gérando. En fait, l'école des sourds de la rue Saint-Jacques, c'est l'alma mater de pratiquement toutes les écoles de sourds au monde. C'est la première, déjà, et il a voulu qu'elle rayonne, et il a voulu harmoniser l'éducation des sourds. Donc, il a fait faire des lettres circulaires. Il écrivait à toutes les directions de toutes les écoles du monde et il leur demandait d'envoyer des rapports d'activité, des rapports pédagogiques, des découvertes, etc. Et on recevait ça et c'était relié. Et donc, on a énormément de livres dans, je ne dirais pas toutes les langues, mais on a au moins 60 langues différentes parmi les rapports, dont beaucoup qui n'ont jamais pu être lus en France. Parce que personne n'a jamais lu le russe parmi nos bibliothécaires. Donc on a encore beaucoup de travaux de recherche à faire. Le baron de Gérando était maire du 12e arrondissement, puisqu'à l'époque, ça je suis sûre que vous le savez tous, le 5e était dans le 12e. Donc, nous voici arrivés au congrès de Milan, le fameux congrès de Milan. Alors ça, c'est comment vous dire, c'est un événement, plus qu'une tache noire sur l'histoire des sourds. Ce congrès de Milan, regardez, rapport destiné à monsieur Eugène Pereire. Vous vous rappelez de Jacob Pereire dont je vous parlais là? Jacob Pereire, il a eu 6 enfants, ses enfants ont eu des enfants, qui ont eu des enfants, dont les 2 frères Pereire, Émile et Jacob, je crois. Oui, Émile et Jacob. Les frères Pereire, qui étaient plus riches que l'État français, qui ont fait les chemins de fer, qui ont construit la ville d'Arcachon, qui ont fait pléthore de choses industrielles pour la France, qui étaient certainement fort profitables. Et les frères Pereire étaient persuadés que leur aïeul avait été, disons quelque part, spolié de la gloire qu'il méritait par l'abbé de l'Épée. Ils se sont persuadés de ça et ils voulaient redorer son blason. Donc, ils ont financé grandement l'institution. Ils ont vraiment aidé le fonctionnement de l'institution, refaire les toitures, construire une aile de bâtiment. Pour eux, c'était très peu de choses. Ils étaient si immensément riches. Ils ont fait partie du conseil d'administration. Ensuite survient la guerre de 70. La France perd la guerre contre la Prusse. Et du coup... au niveau du gouvernement, ils se disent les Français ne se sentent pas français. Il y a trop de communautarisme dans ce pays. On a des petits Bretons, des petits Occitans, je ne sais pas comment si ça se disait à l'époque, les petits Marseillais, ceux qui parlent l'auvergnat et autres patois. Il faut que ça cesse. Ça, plus d'autres raisons, leur font créer l'école publique et obligatoire où tout le monde cause le français. Et la langue des signes aussi, c'est une langue étrangère qui crée une communauté qui ne se sent pas patriote. Donc, il faut supprimer tout ça. Je ne veux voir qu'une seule tête. Première raison. Deuxième raison, les frères Pereire qui financent le congrès veulent qu'on restaure la méthode magique de leur aïeul. Et donc, ce congrès se réunit à Milan en 1880. Il y a 270 personnes. En plus, il y avait des écoles confessionnelles et des écoles non confessionnelles. Et ça tirait un peu dans tous les sens, ils n'étaient pas d'accord. Et finalement, il y a un vote et le vote décide que la langue des signes doit être bannie de toutes les écoles pour enfants sourds en Europe. Les délégués américains, dont le fils du pasteur Gallaudet partent en claquant la porte, ne veulent pas de ça parce que les Américains, ils ont le sens pratique. Et donc, ils se disent, ça marche très bien avec les gestes, on ne va pas s'embêter, voilà. Mais en tout cas, au retour du congrès, en 3 jours, on décide de tout changer. On recule la rentrée d'1 mois et à l'Institut des sourds, on cloisonne tous les bâtiments. On sépare en 2 les classes, les couloirs, à grand renfort de financement, et on renvoie du jour au lendemain tous les professeurs sourds. Une quinzaine, 17 je crois. Et ils embauchent des jeunes bacheliers qui n'ont jamais vu un sourd de leur vie, qui ne connaissent pas la langue des signes, bien sûr, c'est pour ça qu'on les recrute, avec interdiction formelle d'utiliser, même de pointer du doigt, etc. Il faut absolument que les enfants parlent. C'est moderne, il y a maintenant des méthodes pour travailler la respiration, etc., etc.
Donc, je suis un peu allée avant sans bouger les images, excusez-moi. Donc, on voit, vous voyez le portrait le grand portrait de Pereire que je vous ai montré tout à l'heure. Il trône en majesté dans le bureau de notre directeur. Et il a été donné par ses petits-fils, messieurs Émile et Isaac Pereire, en 1861. Donc, ils préparaient leur coup depuis un bon moment. Vraiment, ils y tenaient. Et pour vous dire, j'ai trouvé dans la cave de l'Institut 300 livres qui racontent l'histoire des frères Pereire. Je pense qu'ils ont été édités en 1972. Et donc, j'ai cherché les descendants de la famille Pereire pour pouvoir leur remettre ces livres dont nous n'avions plus besoin en telle quantité. Et j'ai eu 2 jeunes messieurs Pereire qui sont venus les chercher et qui m'ont dit « Ah bah oui, on le sait, oui, notre aïeul Jacob a été spolié par l'abbé de l'Épée parce que c'était un prêtre catholique qui était favorisé par rapport à un juif converti, etc. etc. » Donc dans la famille Pereire, c'est bien ancré, cette histoire encore, voilà. En tout cas, j'ai un portrait donc des frères Pereire, Émile et Isaac, qui ont une vie tout à fait passionnante. Et ils ont financé, par exemple, un bassin thérapeutique à l'Institut. Donc, au début, c'était juste comme une espèce de salle. On faisait chauffer des seaux d'eau. Et puis, les enfants se savonnaient avec leurs habits. Et ensuite, ils se mettaient à l'abri dans les douches, enfin, dans une espèce de petite cabine. Et ils s'arrosaient avec les seaux. Et puis, ils ont financé la construction fort coûteuse d'un bassin avec de l'eau chaude et filtrée, de l'eau à 36, 38 degrés, donc un peu comme un bain à la maison, plus des douches, etc. Le but était d'assouplir les tympans, d'oxygéner les poumons, en trempant les enfants pendant une demi-heure dans l'eau chaude, et ensuite il y avait des bouches de vapeur sur les côtés pour assouplir les tympans. Et ce petit régime de bain chaud a duré une dizaine d'années jusqu'à ce que finalement les médecins renoncent. Et puis les frères Pereire avaient cessé de financer l'achat du charbon. Donc ce bassin a été désaffecté, merci, j'allais dire déshérité, mais c'était pas ça. Désaffecté, c'est devenu un lieu pour stocker du matériel, des planches de bois, etc. Et désormais, c'est une très jolie salle qui sert un petit peu de musée quand on vient visiter l'Institut. Je vous en reparlerai à la fin du diaporama. Donc, alors pareil, les sourds, des fois j'assiste à des visites guidées par des guides sourds. Ils racontent que c'était de l'eau bouillante ou de l'eau glacée, au choix, il y a 2 versions. Et qu'on forçait les enfants à aller dans cette eau pour les faire crier, pour qu'ils parlent. Mais moi j'ai trouvé les plans, l'ingénierie, la surveillance de température, c'est pas vrai du tout. On ne les forçait pas à crier, juste il fallait qu'ils prennent des bains d'une demi-heure, 2 fois par semaine. Mais les sourds ont été tellement traumatisés par cette période d'un siècle où ils avaient interdiction d'utiliser leurs mains pour communiquer entre eux et bien sûr avec les professeurs, que, je veux dire, il y a une espèce de mythologie de la souffrance qui s'est greffée sur les choses. Alors il y avait une chose très très moderne pour l'époque, il y avait le laboratoire de parole de l'Institut des sourds, où c'est le premier endroit où on a enregistré une image écrite des fréquences de la voix, et puis la chronophotographie qui est l'ancêtre du cinéma parlant, je dirais. Donc là-dessus, il y aurait une conférence à faire par quelqu'un que je connais mais qui n'est pas moi. Je n'ai pas les capacités de vous le faire, mais si un jour ça vous intéresse, je pourrais lui demander de venir. Elle travaille à la Sorbonne et le laboratoire n'est pas rue des Irlandais. Il y a un laboratoire d'audiophоnologie spécialisé dans la reproduction, l'histoire de la reproduction de la voix humaine par des instruments tels que cette espèce de grosse manivelle que vous voyez là. Rue des Bernardins, non ? Oui, rue des Bernardins, pardon. Exactement, merci beaucoup. L'Institut de phonétique. Donc, Hector Victor Marichel était professeur à l'Institut et il enseignait le placement de la voix aux chanteurs de l'Opéra de Paris. Alors, pendant la guerre de 14, donc là on voit les enfants en 1906, c'est les débuts de la photo, les petits garçons. Et là, pendant la guerre de 14, l'institution est devenue une ambulance spécialisée pour les mutilés de l'ouïe. Il y a eu beaucoup de petits piou-piou pendant la guerre de 14 qui sont devenus sourds suite aux impacts des obus et des bombes et de tout ce qui leur tombait sur le coin du museau.
Et donc, énormément. Bon, là, c'est assez facile quand on est quelqu'un comme, je dirais, vous et moi, qui savons dans notre tête ce que c'est la prononciation et tout. Si on perd l'audition, on ne devient pas muet, à condition de faire un petit peu de rééducation. On sait comment parler, on garde notre voix. Ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui naît sourd et qui n'a même pas la notion de ce que c'est que le son d'une voix. Donc cette clinique des mutilés de Louis était la seule en France. Il y avait des jeunes blessés, soldats blessés qui venaient de partout. Et donc, après ça, je voulais vous montrer un album que récemment, on a déménagé nos archives et on a trouvé 6 albums photos magnifiques, des grands albums avec des superbes photos un peu sépia, où on voit les métiers qui étaient enseignés pour les jeunes sourds à l'Institut. Alors, à propos de... Je suis désolée, c'est pas très grand. Vous arrivez à voir quand même le jardin de l'Institut, qui est un jardin d'agrément désormais. Il n'y a que des fleurs et des choses comme ça. C'était un potager, un immense potager. Et tous les élèves participaient aux travaux du potager, puisque c'était leur ordinaire. Ils mangeaient de la soupe au petit déjeuner, de la soupe le midi et de la soupe le soir. Soupe, le soir, c'était soupe de pain. Le matin, c'était soupe maigre. Et le midi, soupe grasse ou l'inverse, je ne me rappelle plus. Mais enfin bon. Et lesquels légumes étaient bio, circuit court. C'était vraiment ultra moderne avant le moderne. Donc, je veux vous dire que cet atelier, enfin, il y avait plusieurs ateliers. Il y avait imprimeur, cordonnier, etc., menuisier. L'atelier d'horticulture était réservé à ceux qu'ils appelaient les idiots. Pourquoi ? Parce que c'était les enfants qui n'arrivaient pas à articuler avec leur voix et à lire sur les lèvres. Et à cette époque-là, c'était l'époque de la phrénologie, je crois, c'est-à-dire on mesure les têtes, la bosse des maths, ceci, cela, bon bref. Ils étaient classés parmi les idiots parce qu'ils n'arrivaient pas à parler et à articuler. Quand bien même certains étaient très intelligents, c'était comme ça, on corrélait le coefficient intellectuel, si je puis dire, bien que ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, avec la capacité à articuler comme il faut et à lire sur les lèvres. Donc tous ceux qui n'y arrivaient pas, ils étaient en horticulture. Et ensuite de quoi, l'institution avait acheté une ferme à Villers-Cotterêts où on pensait les envoyer à l'issue de leur formation pour être ouvriers agricoles. Et donc les enfants sourds, depuis, vous vous rendez compte, ça fait plus de 100 ans, ne veulent absolument pas faire la formation horticole. Et ils me disent, mais il n'y a pas longtemps que j'ai découvert cette histoire, moi il y a 10 ans, je leur disais, mais pourquoi vous ne faites pas horticulture ? Tu trouves du boulot facilement, c'est passionnant, tu n'as pas un patron sur le dos, tu es au grand air et tout. Ils me disaient, non, mais, enfin en signe bien sûr, ils me disaient, horticulture c'est pour les débiles. Et je leur disais, mais pourquoi ? Parce que ça, en fait. Quand on vous fait ça pendant un siècle, ça finit par rentrer dans la mémoire collective et voilà. C'est très dommage parce que c'est un beau métier et on n'a pratiquement aucun de nos jeunes qui veut devenir horticulteur. Bon, j'espère qu'on arrivera à renverser la vapeur. Maintenant, c'est quand même la mode, la permaculture et tout ça. Et je ne sais plus comment il s'appelle, le jardinier Stéphane Marie. Il n'y a plus d'électricité ? Si, il y en a, mais pas là. On est maudits quand même. Vous avez le jardinier de Versailles qui est régulièrement le samedi et le dimanche qui répond à des questions. Absolument. Non, mais je veux dire, les jeunes sourds, ils connaissent mieux Stéphane Marie parce que c'est visuel. Ah oui, Stéphane Marie, c'est une autre émission à la télévision. Oui. Et puis... C'est ça qui s'est coupé ? Non, je pense qu'il est déchargé. Ah ! Ça, c'est pas l'électricité ? Je sais pas. Mais non, il peut pas être déchargé. C'est pas la même. C'est bizarre parce que ça fait pas ça d'habitude. Merci. Oui, il est un peu déchargé, c'est donc je pense que c'est ça. Et ça, c'est quoi ? Ça
c'est quoi? Ça, c'est le lien. Non, non, elle est là. Mais c'est le lien. Non, c'est le lien entre ça Et ça. Merci, monsieur. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il faut que je le rallume? Il faut attendre qu'il se charge? Il faut le relancer. Il faut attendre quelques minutes. Alors, on arrive à la fin de la conférence. Oui, mais quand même, il y a encore des choses que je veux oui, vous je sais montrer. bien. Et il faut attendre quelques minutes. J'espère que c'est ça. Hein. J'espère que c'est ça, c'est pas autre chose. C'est dommage, je ne l'ai pas sur mon téléphone. Et... Est-ce que je sais pas quel est le message? Je connais pas ce message. C'est vidéo. Pourtant, c'est vidéo. Tu peux venir en arrière. Mais non, il n'y a plus rien là. Attendez, il faut faire. Genre des signes Ah voilà. traversés jusqu'au Japon. Oui, Attends, c'est bon, c'est bon. ça y est, ça y est. ça vient un petit peu. J'ai presque fini, hein. Excusez-moi. L'image, on a l'image à l'écran. Il y a des sons au Japon. Voilà. Il y a des sons au Japon. Il y a des sons On a encore une demi-heure, ouais. pas au Japon. Oui, bien sûr. Oui, vous allez voir. Je vais vous répondre avec plaisir. Alors, les horticulteurs. Alors là, elle est très jolie cette photo. C'est les petits jardiniers, les vrais, ceux qui sont inscrits de leur plein gré en horticulture. Alors, le professeur, c'est un monsieur sur la gauche. Ses descendants sont venus à la bibliothèque pour chercher ces documents dans notre dossier ressources humaines de l'époque. Il s'appelait monsieur Rivière. Et lui, c'était le seul professeur qui avait le droit de communiquer en langue des signes avec les enfants. Puisqu'on les jugeait irrécupérables, il pouvait bien parler cette langue de singe. Donc, il était adoré par les élèves. Il est mort à l'Institut. Il n'était pas bien vieux. Il a dû avoir un AVC ou un truc comme ça. Et donc, on les voit, les petits horticulteurs, dans un endroit qu'on fréquente tous les jours. Sur la droite, il y a un petit chien. Vous voyez, en haut du lierre, là, il y a un jeune avec une gapette qui ressemble un peu à Jean Gabin. Il tient son bras autour d'une petite sculpture de chien. Et ça avait été offert en décoration du jardin pour le directeur. Alors ensuite, on a les menuisiers qui travaillent dans la cour pour la photo. Ils sont en train de faire des petites armoires. Ils vendaient leur réalisation. Oui, absolument. Les professeurs d'atelier étaient des patrons de PME qui venaient et qui enseignaient aux enfants en échange que les enfants travaillent pour eux. Donc là, c'est quoi les menuisiers Là, c'est les lithographes. Vous voyez, ils ont des espèces de gros rouleaux encreurs sur des pierres. C'est une forme d'imprimerie sur pierre, la lithogravure, qui était beaucoup utilisée pour l'époque. Et alors, j'avais annoncé, quand j'ai préparé cette conférence, que je vous parlerais du musée universel des sourds-muets. Mais je me suis rendu compte qu'il y en a encore pour 1 heure. Bon, je veux dire, on n'est pas à l'épreuve de... On est en fin de journée. Personne ne peut supporter un truc aussi long. Donc, puis à la fin, trop d'informations tue l'information. Mais il y avait à l'Institut le musée universel des sourds-muets qui avait ouvert en 1890 et qui a fermé en 1967. Donc, il était d'abord dans une grande galerie, au premier étage, une grande galerie couverte qui est, quand on rentre dans la cour de l'Institut, face à nous. Puis ensuite, cette galerie a été récupérée en 1913 pour faire des classes. Et donc, le matériel a été descendu au rez-de-chaussée du bâtiment dont les fenêtres ouvrent sur la rue de la Baie de l'Épée. Et puis, en 1967, la décennie des années 60, c'est vraiment une catastrophe pour le patrimoine. Il n'y a pas qu'à l'Institut, je pense. Eh bien, ils ont tout pris et tout entassé dans des anciennes caves à charbon et aussi dans le grenier. C'est comme ça que l'encyclopédie Diderot d'Alembert s'est trouvée, elle a failli y passer, quoi. Et voilà, tout ça, c'était des vieilleries sans intérêt. Et c'est les années 60, faut être moderne, quoi. Donc là, on a retrouvé énormément de matériel artistique, puisque les jeunes sourds, en quittant l'Institut, très souvent, ils allaient... rue d'Ulm, il y a une école d'art, comment s'appelle-t-elle ? Les Arts Déco. Ils faisaient les Arts Déco, il y en a plein qui ont eu des prix de Rome, des sculpteurs, des peintres et tout, puisque à l'époque, il n'y avait pas besoin d'avoir Bac+5, il suffisait d'être doué, quoi. Et donc, il y en a beaucoup qui ont fait aussi les Beaux-Arts à Paris, l'Académie des Beaux-Arts.
Et donc, on a plein de tableaux, de dessins, de sculptures, de peintures, d'œuvres d'art qui sont... nous, on les a sauvés, on les a emballés, on a mis une photo sur l'emballage, on les a rangés dans une ancienne lingerie. Et maintenant, il va falloir qu'on les mette en valeur. Et donc, mon idée, c'est que, en fait, vous savez, de plus en plus d'enfants sourds, depuis la loi de 2005, ils doivent aller en milieu ordinaire. Comme tous les enfants porteurs de handicap doivent être à l'école de la République. Et donc, il y aurait, en théorie, de moins en moins d'élèves. En fait, ce qui se passe, c'est que, effectivement, en province, en France, ça se fait. Il y a beaucoup d'écoles de sourds qui ferment. Il y a 25-30 ans, il y en avait 60, il en reste 18 à peine. Elles ferment, et qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent à Paris, chez nous. Notre internat est plein, on a une liste d'attente longue comme le bras qu'on n'a jamais vue. Et parce que chez nous, on peut encore continuer à enseigner avec les adaptations sans que les enfants soient obligés de... C'est bien, hein, l'inclusion en milieu ordinaire, c'est pas mal d'éviter de faire des ghettos, mais c'est très difficile pour les enfants de suivre, même en mettant des aménagements, même tout ce qu'on veut. Un petit sourd de naissance, même avec un implant, il se sent isolé, mal regardé, considéré comme moins intelligent, pas par les adultes, hein, bien sûr, mais... Et donc, il y en a qui n'y arrivent pas. Ils n'ont pas assez d'aide à la maison, les parents ne sont même pas francophones. Donc, ces enfants-là, ils atterrissent chez nous. Si vous passez devant l'institut, souvent, vous verrez qu'il y a beaucoup, beaucoup d'enfants issus de l'immigration. Parce que les parents ne parlent pas français, donc c'est un deuxième handicap. On ne parle pas français dans leur maison, ils n'entendent pas, donc forcément, ils ont du retard à l'école et ils viennent chez nous. Donc, avant que nous passions à des échanges que j'espère fructueux, je voulais vous parler de la page Instagram du patrimoine. Si parmi vous, il y en a qui ont Instagram, c'est pas trop notre génération, j'avoue, mais bon. Nous avons fait une page Instagram du patrimoine, c'est un peu comme ce que je viens de vous faire, mais en plus long ou plus court. On fait ce qu'on veut, on l'ouvre, on regarde, il y a des photos, des anecdotes, etc., etc. Et puis aussi, on espère vous voir bientôt, parce qu'on organise une grande expo photo qui va commencer le 29 avril, tous les après-midi. C'est gratuit, entrée libre, et elle se trouve dans l'ancienne piscine là, que je vous ai montré, les bains thérapeutiques. On a entièrement enlevé les tableaux, enlevé la frise chronologique, on est en train de faire la muséographie. Pourquoi? Parce que les sourds ont fait des Jeux Olympiques pour les sourds en 1924, juste après les Jeux Olympiques de Paris. Alors, il n'y avait pas de Jeux paralympiques du tout à l'époque. Il n'était pas question que ni les aveugles, ni quoi que ce soit, mais eux, les sourds, ils ont fait des Jeux Olympiques. Et depuis, tous les 4 ans, il y a des Jeux Olympiques. Et on est tombé sur une boîte de photos faite par un ancien élève de l'Institut qui était photographe, et des photos de tous ces Jeux. Donc, on a monté une exposition sur laquelle on travaille depuis le mois de septembre, et qui va ouvrir. Et donc, en bon voisin, on serait heureux de vous voir venir la visiter bientôt. Donc, c'est fermé le week-end, donc c'est ouvert que l'après-midi. Mais si parmi vous, il y en a qui sont à la retraite ou qui ne travaillent pas le mercredi, ou on serait content de vous y voir. Et oui, et c'est gratuit, c'est accessible il y a en français facile à lire, les notices, ou bien même en langue des signes sur des petits écrans. Et c'est des grandes photos noir et blanc, des épreuves, et ça a duré 1 semaine, et voilà. Alors écoutez, je suis désolée, c'était un peu décousu parce que je ne suis pas conférencière et que je n'ai pas fait d'études universitaires. Et je serai heureuse de répondre à toutes les questions que vous voudrez bien me poser. Oui, c'était passionnant, c'était bourré d'anecdotes et d'histoires. Oui, des questions. Ça marche, merci. Une question sur le japonais et le chinois. Oui. Alors, la langue des signes est assez proche des idéogrammes et des kanji, effectivement. C'est-à-dire que chaque mot a sa propre... C'est pas du tout un alphabet, on ne fait pas béaba, bébi, voilà. Donc, en ça, c'est effectivement... assez proche. Par contre, tout à l'heure, il me semble que vous parliez des sons. Oui, parce que les Chinois et les Japonais n'ont pas de voix. Oui, mais ce que je voulais vous dire, c'est que la langue des signes n'a rien à voir avec la langue vocale.
Mais rien à voir. Par exemple, la langue des signes américaine, c'est presque la même que la langue des signes française, et ça n'a rien à voir avec l'anglais. Les Anglais parlent une autre langue des signes que les Américains, les sourds américains ne comprennent pas. C'est vraiment comme si c'était une autre nation, un autre pays, le pays des sourds avec la langue des sourds, quoi. Et donc ça n'a rien à voir avec la langue du pays. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, quand moi je dis en français, je dis cette phrase, je dis « je marche derrière papa ». Je l'écris dans ma tête. « Je marche derrière papa ». Où est-ce que papa se trouve quand je dis ça par rapport à moi ? Devant. Or, devant, c'est pas écrit. Hein, vous voyez ? Eh bien, un sourd, quand il lit de façon linéaire, je marche derrière papa. Donc, papa, il est derrière. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est une syntaxe qui est basée sur le visuel. C'est d'abord, on commence par quand, ensuite où, ensuite qui. Et le verbe est à la fin. Enfin, ça n'a rien à voir avec le français. Parce que la langue française écrite, ça n'est ni plus ni moins qu'une transcription de ce qu'on dit avec notre bouche. Et la langue des signes, c'est une transcription dans l'espace de ce qu'on voit avec nos yeux. Donc, c'est un canal tout à fait différent. On vous entend pas bien ce micro ? Alors, ce micro-là n'est pas je puissant. crois qu'il y a un élève qui était sculpteur qui a déposé une plaque sur l'Arc de Triomphe. Absolument. C'est Fernand Hamar qui a fait cette plaque. Ce n'est pas la grande... Non, c'est une plaque que les sourds ont fait et qu'ils ont déposée lors des JO de 1924. Ils ont fait une plaque pour le soldat inconnu. Exactement. Et il y a la photo de cet événement à l'exposition que vous ne manquerez pas de venir voir. Alors là, je vais faire la publicité parce que je vais visiter l'établissement avec madame, c'est vraiment génial. Alors cette exposition, on ne visite pas l'établissement, on ne rentre pas par la porte principale. On rentre par la petite porte d'après, on visite l'exposition et on ressort par la même pièce. On n'est pas autorisé à faire rentrer des gens dans une école avec des élèves. On n'est pas dans un musée, quoi. Alors, en 1996, Patrick Lecomte a fait un film magnifique qui s'appelle Ridicule. Et pendant au moins 20 minutes, il y a un hommage extraordinaire à la BD. Oui, qui est très bien fait. Et tous les jeunes comédiens qui jouent les rôles de sourds sont des vrais sourds. Ah bon ? Des élèves de l'Institut de l'époque, absolument. C'est rare. Pour une fois, on fait jouer des sourds. Par exemple, vous savez le film qui s'appelle La famille Bélier. Il y a le petit garçon, il est sourd, c'est un vrai sourd. Mais les deux parents, c'est François Damien, c'est Karine Viard, qui ne sont pas du tout sourds. Alors, pour vous et moi, enfin, plutôt vous que moi, quand on les voit, on trouve que ça ressemble bien à des sourds. Mais les sourds, quand ils ont vu ça, ils ont dit « mais c'est naze, les signes, ça ne ressemble pas à des vrais signes, aucun sourd ne fait ça. » Enfin, vous voyez, donc là, dans Ridicule, c'est des vrais enfants sourds et adolescents sourds qui jouent le rôle. Il est très beau ce film, avec avec Jean Rochefort, etc. C'est un film merveilleux. Oui. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Bonjour, déjà merci beaucoup, c'était très intéressant. Donc, je n'ai pas bien compris, une personne qui est sourde et muette, qui est chinoise, elle peut communiquer avec quelqu'un qui est sourd et muet Oui, alors, oui, comme vous êtes venu et vous m'avez écouté, j'ai pas fait attention. En fait, on ne dit plus du tout sourd et muet. Pour les personnes sourdes, c'est très blessant. Ils n'aiment pas non plus qu'on dise malentendant, comme si on disait des noirs que c'est des mal blanchis. Donc, il y a certaines personnes qui sont malentendants, effectivement, un peu durs d'oreille, etc. Eux, ça ne les dérange pas. Mais les vrais sourds, qui sont nés sourds, je te dirais, eh ben, ils veulent qu'on les appelle juste des sourds, et pas sourds muets. En fait, ils ne sont pas muets, c'est juste qu'ils ne savent pas comment faire pour parler. Et c'est comme si je vous disais de ralentir votre rythme cardiaque. On ne sait pas trop comment ça fonctionne. Et donc, effectivement, les sourds de tous les pays du monde ont des vocabulaires différents. Parce que c'est arbitraire. Par exemple, les Français, ils ont choisi en langue des signes pour mieux, c'est comme ça.
Mais ils auraient pu choisir ça, ou je sais pas quoi. C'est une langue qui est créée par les communautés, comme toutes les langues du monde. Sauf qu'il existe une façon pour les sourds de communiquer entre eux sur des choses simples, qui s'appelle le vernaculaire. C'est-à-dire une forme de communication par geste, un peu comme Bourvil dans Le Cornio qui dit « Domino matini, domini matino », vous voyez ce que je veux dire? Ils se débrouillent à se comprendre. Par exemple, moi, j'ai rencontré une jeune femme sourde japonaise qui est venue me voir et elle me demandait, je voulais lui demander quel âge elle avait. Alors j'essaye, il faut que je vous montre avec mes mains, mais je vais parler fort. Donc, ce micro, il m'entend même d'ici. Oh, oh, oh. Là. Donc, il faut que je bouge mes mains, attention. Cette dame, je lui demande, vous avez quel âge? Alors, l'âge, c'est comme ça en langue des signes. Alors, elle ne comprend pas. Alors, je lui fais le signe anniversaire. C'est comme ça, c'est les bougies sur le gâteau, vous voyez, anniversaire. Quand on vous explique les signes, on se dit, ah bah oui, c'est vrai. Mais si je ne vous explique pas, vous ne voyez pas les bougies sur le gâteau. Et elle ne comprenait toujours pas. Alors, je me lève et je lui dis, vous, quand vous étiez petite, dans le ventre de votre maman, là, vous êtes née. Et là, on regarde un calendrier, et là, c'est quelle date? Et bien, elle m'a compris. Vous voyez, c'est ça le visuel vernaculaire que tous les sourds arrivent. Mais on ne peut pas traduire ma conférence avec des sourds du monde entier. Pas du tout, parce que tout le vocabulaire, les mots de vocabulaire sont complètement arbitrairement choisis. Imaginer, rêver, ça se dit pas du tout pareil dans les autres langues. C'est des mots qu'on crée, des mots simples, guérir, soigner, je sais pas quoi. Pas des mots compliqués, mais tous les mots du monde entier sont différents, sauf chez les Américains, parce que leur langue des signes vient de chez nous, chez les Brésiliens, mais par exemple au Portugal, en Espagne, pas du tout. C'est une langue, quoi, en fait, qui correspond à tous les critères des langues que les linguistes... La langue des signes est étudiée par les linguistes aux États-Unis depuis les années 60 et en France depuis les années 80, et ça correspond absolument à tous les critères que les linguistes attribuent à une langue. C'est pas un langage, c'est pas un patois, c'est une vraie langue. Je vous en prie. Oui, quand la gare RER pour rendre des halles sécurisées, il y avait un endroit où les sourds... Où il y a les grandes statues, là. Oui. Et c'était le seul endroit où les gens disaient. Tout le monde faisait la tête, tout le monde avait un sinistre, ils se croisaient comme des zombies, et là, les sourds entre eux, ils étaient écroulés de rire. Oui, je vais vous dire pourquoi. Parce que, celui-là, je sais pas ce qu'il a... Parce que, c'est pas grave. Parce qu'en fait, le RERB, il passe à l'Institut, il va jusqu'à la grande école de sourds de Bourg-la-Reine, qui était presque aussi grosse que la nôtre à l'époque, qui a été créée 100 ans après, mais bon, voilà. Donc, les jeunes de Bourg-la-Reine se rencontrent avec ceux de Saint-Jacques, et la 3e grande école de sourds, c'est à Asnières. Ils descendent à Saint-Lazare, Aubert, et ils viennent à Châtelet-Les-Halles. Et là, il y avait tous ces bonhommes, un peu style Giacometti, en résine noire, là. Ça faisait un socle, je sais pas, ça les attirait, et il y avait vraiment... Ils aiment bien se rencontrer, pas toujours les mêmes élèves du même lycée. Bon, ça fait un peu comme aller au bal le samedi, autrefois à la campagne. Ils voient des gens du village d'à côté. Et donc, c'est vrai qu'il y avait une grosse communauté. Pourquoi elle a disparu? Parce que maintenant, il y a WhatsApp, il y a Facebook, il y a FaceTime, et ils n'ont même plus besoin de se rencontrer en vrai. Ils sont là devant leurs écrans, avec leur webcam, ils parlent entre eux et tout. Mais c'était la joie qui s'exprimait. Ah bah oui, ils sont très gais, les enfants sourds, oui. Ils sont contents de se voir et de se parler et tout, parce que le reste du temps, ils sont un peu isolés, ils s'ennuient, ils sont toujours très très contents. On a une amicale des anciens élèves. Vous avez beaucoup de personnes âgées de 90 ans qui ont du mal à se déplacer en déambulateur. Ils ne loupent pas un vendredi. Ils viennent, ils galèrent avec les transports ou quoi. Tout le monde n'a pas de l'argent pour le taxi. Ils viennent pour rencontrer et là, il n'y a plus moyen de les faire partir. Ils discutent. Une autre question. Combien d'élèves actuellement? 280 élèves et 90 internes. Ouais. S'il vous plaît, parlez-nous du Poirier de Saint-André.
Le poirier de la Madeleine. Alors, quand je suis arrivée à l'Institut, il y a un joli bassin dans le jardin. Et sur ce bassin, il y a un poirier très vieux. Et on m'avait raconté que c'était un poirier qui datait du temps où Jean de La Fontaine était séminariste dans le séminaire avant que les sourds ne viennent. Et un jour, j'ai fait visiter l'école de AgroParisTech. Il y avait une professeure de génétique, biologie, qui m'a dit, alors ça, c'est impossible. 1640 ou un poirier qui a 400 ans, ça n'existe pas sur la surface du globe. Donc maintenant, on est un peu déçus, mais on a fait une émission avec Stéphane Marie, et il nous a dit, mais c'est incroyable, c'est un poirier double. Tous les arbres fruitiers ont 5 pétales sur les fleurs, lui, il en a 10. Donc c'est quand même un poirier exceptionnel. Oui, mais maintenant, elles ne mûrissent plus, puisque les perruches vertes nous mangent les queues des poires, et on n'a plus une seule poire. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup. Merci. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah si, voilà, c'est bon. Attendez. Il y a dû avoir un truc. Là. Merci. Faut la retirer doucement. Hein. Attention. Est-ce que je dois... Non, juste la retirer. Non.